Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct, au cours de laquelle on va parler du développement social en Égypte, une priorité non seulement du gouvernement, mais surtout du président de la République. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Monsieur Negui Victor, qui est architecte. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et bien entendu, on va commencer par une initiative importante que le président a lancée avec surtout le ministère de la Solidarité sociale et le reste des ministères au sein du gouvernement, surtout le ministère de la Jeunesse, pour octroyer aux citoyens une vie équilibrée et qui répondrait à tous les défis auxquels ils vont faire face. À ce sujet, le président a lancé plusieurs projets et s'est réuni dernièrement pour examiner la mise en œuvre des plans et des projets du ministère de la Jeunesse et des Sports et le programme du ministère de la Solidarité sociale concernant le développement de la société au niveau de la République. Donc nous allons voir tout de suite un reportage de Salih Hamed et de Shainez Ismail et on en parlera tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec la ministre de la Solidarité sociale Nivine Al-Qabbaj pour examiner les programmes du ministère qui sont liés au développement communautaire au niveau de la République. Madame El-Qabbaj a passé en revue les efforts déployés pour mettre au point des programmes d'aide d'urgence pour les familles et les citoyens qui souffrent de problèmes sociaux qui affectent leur vie et leur vie psychologique et qui nécessitent une intervention et un soutien immédiat. Le président El-Sisi a pour sa part ordonné de renforcer la performance du mécanisme de l'aide et de le soutenir financièrement et techniquement afin de garantir l'accès aux cas urgents des citoyens qui nécessitent une intervention immédiate, en plus d'impliquer les énergies des jeunes dans cette activité pour exploiter leurs idées créatives et leur forte volonté de participer à des œuvres de bienfaisance bénévole et d'impliquer les institutions de la société civile avec un suivi périodique de la performance du mécanisme et de ses résultats pour assurer l'intégration de ces services avec la stratégie de l'État visant à offrir des opportunités d'une vie décente aux Égyptiens et maintenir la stabilité et la sécurité communautaire. Parallèlement, le chef de l'État s'est également réuni avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, pour examiner le projet du ministère à l'échelle nationale. À cet égard, le ministre a présenté le plan du développement global de l'autorité du Stade du Caire, ainsi que les étapes exécutives du développement de la cité sportive à la ville Salem Misr, à l'est de Port Saïd, comprenant la construction d'un stade moderne, de diverses installations sportives et de divertissement, en plus de l'avancement des travaux dans la ville des Jeux olympiques internationaux d'Égypte et la cité internationale des chevaux, Morobit, dans la nouvelle capitale administrative, qui représenteront tous un édifice sportif avec un personnel et des services intégrés selon les normes internationales les plus élevées. Alors, Monsieur Negui Victor, comme on le voit, un bon nombre de projets pour soutenir les communautés les plus défavorisées au sein de la République, pour assurer aussi la sécurité sociale, mais pour aussi assurer avec toutes les installations, les nouvelles installations sportives, des citoyens équilibrés. Est-ce que vous pensez de ce nombre de projets et comment vont-ils parvenir à arriver aux citoyens? Oui, je crois que pour commencer, il faudrait bien faire la part des choses. Il y a la jeunesse et il y a la femme. La femme qui est à la base de tout. Mais il y a la jeunesse, les jeunes, les adolescents, les jeunes qui sortent dans la vie, qu'il faudrait occuper, qu'il faudrait remplir le cerveau,
qu'il faudrait cultiver, qu'il faudrait leur donner les initiatives pour se dévouer et donner de leur temps pour la société. Donc, tous ces projets, que ce soit le projet de la cité sportive à Madinat Salam, Égypte, Masr, qui se situe à l'est de Port Saïd. Dans cette cité, il y aura un stade très moderne. Et quand je dis moderne, vous savez très bien maintenant qu'on on voit des stades couverts, par exemple. On voit même des stades climatisés. On voit même des stades dont les spectateurs sont à l'extérieur. Et il y a une périphérie de verre qui entoure le stade. Donc il y a des choses très très modernes. Et l'architecture et le génie civil ont tellement évolué que notre président voudrait que les réalisations des instituts des jeunes soient très modernes. Donc on a ça, on a en même temps la ville sportive internationale olympique qui se trouve à la nouvelle capitale, la nouvelle capitale administrative, et comme vous l'avez dit dans votre rapport, est le cité des chevaux. Des chevaux, Marabit. Ça, c'est nouveau, vraiment. Voilà, parce que nous, on possède une race de chevaux, il n'y a pas pareil. Ça, c'est une race très, très profonde qui remonte dans le temps avec des gènes très, très spéciaux. Et donc, pour le cheval arabe. Absolument. Autant en profiter et rajouter du plus. Alors, il faut savoir que le président, il a exigé et il a demandé aux autorités qui dirigent le stade du Caire d'ouvrir les portes et d'ouvrir l'utilisation de ce stade aux jeunes, et non pas le fermer et l'ouvrir seulement quand il y a des matchs ou autres. En même temps, il a demandé au ministre Dr Ashraf Sobhi de soutenir les maisons de jeunesse, les centres de jeunesse, les centres de découverte des talents des jeunes, et l'organisation de plusieurs événements sportifs. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait au Caire le tournoi international de handball, dont l'Égypte a réalisé une très belle place là-dedans. Et dans 2 ans, l'Égypte a été choisie pour faire les compétitions du sport des tirs, aura lieu en Égypte. Donc tout ça, et tout ça se passe avec Covid existant. Donc c'est vraiment chapeau à ce gouvernement, chapeau à son organisation, et comment ils ont pu aménager et coordonner tout ce qui est sport avec les exigences de ce virus. Vraiment, tout le monde nous a applaudi. Et le président est tout à fait conscient que pour rassembler ces jeunes, il faudrait qu'il y ait un catalyseur qui est le sport. Donc ça fait pousser et mûrir et l'esprit et le corps. Ça concernant le sport. Maintenant, concernant la solidarité sociale. Dr Nevin Kabbaj a présenté à notre président les programmes de solidarité sociale et surtout le programme de secours social. Ce programme de secours social, il est destiné aux gens, aux familles ou aux citoyens qui souffrent et qui se trouvent dans une situation dramatique. Et là, le secours social intervient tout de suite en
en donnant des aides et en trouvant du travail ou en construisant une maison. Et le président, il a insisté que ce secours social soit solidé par plus d'argent, par plus de financement, pour qu'il y ait plus de moyens pour agir. En même temps, il a demandé à ce que les jeunes participent dans ces programmes, afin qu'ils se trouvent eux-mêmes, qu'ils prennent des initiatives ou qu'ils s'occupent avec des idées, des bonnes idées qu'ils peuvent trouver pour faire améliorer, pour faire avancer cette secours social. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore une partie de la société qui s'appelle les pêcheurs. Et c'est grâce à eux qu'on a du poisson dans nos maisons. Et le président a donné les directives pour que ces pêcheurs, l'aide donnée à ces pêcheurs, soit surtout dans les outils qu'ils utilisent dans leur travail. Donc ce n'est pas de l'argent, mais c'est surtout des moyens qui les aident à pêcher, à mieux pêcher et à... Et c'est le ministère de la Solidarité sociale qui est responsable de ça? Absolument, absolument, toujours. Qu'est-ce qu'il cherche, le président? Il cherche l'autonomisation de chaque personne. Que ce pêcheur soit autonome, qu'il sache vivre et qu'il sache trouver les moyens qui l'aident. C'est sûr, avec le ministère et avec les programmes du ministère. Autre chose, il y a la campagne. Et ça, c'est un grand chapitre, s'il faut l'ouvrir. On sait très bien l'initiative du président et du gouvernement pour... une vie et une maison décente. Voilà. Mais ça c'est tout petit comme phrase. Mais si on veut décortiquer et expliquer, on a pour des heures. Parce qu'il l'a bien dit très brièvement et de façon concentrée. On rentre dans le village et on ressort quand tout est refait. Qu'est-ce que ça veut dire, tout est refait? C'est-à-dire, il faut que dans toutes ces maisons, que les gens puissent avoir de l'eau potable pour boire, c'est un minimum. Il faut que dans ces maisons, il y ait un système d'égout, d'évacuation des égouts. Il faut que dans ces maisons, qu'il y ait de l'électricité pour éclairer, pour pouvoir vivre, pour regarder la télévision, pour étudier. Il faut que dans ces maisons, qu'on puisse installer le gaz. C'est une grande richesse qu'on possède et qu'il faudrait exploiter et partager, je dirais, avec tout le monde. Actuellement, on ne peut pas faire rentrer le gaz en Haute-Égypte ou Basse-Égypte même, parce que beaucoup de maisons sont faites en terre battue. Pourquoi? Mais en Haute-Égypte, aucune maison ne fonctionne avec le gaz naturel? Dans certains, sûrement qu'à Siout, il y a. Parce qu'à Siout, par exemple, je sais qu'il y a de belles maisons, de belles constructions, mais d'ici, tu voyages à Nagui Hammadi, à Esna. Dans les petits villages. Ça n'existe pas. Parce qu'un maximum de maisons ne sont pas construites en béton ou en briques. Donc c'est très dangereux. Parce que le gaz naturel, il est absolument lié à une construction très solide. Absolument. De béton ou de ciment. Ou de la maçonnerie ferme. Voilà. Sinon, c'est très dangereux. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc toutes les maisons de la campagne seront faites de cette manière? Seront faites? Oui. Oui, toutes les maisons où le gouvernement interviendra, avant de sortir, il n'y aura pas de maisons en terre battue dans ces villages. Il l'a dit, le président. Et moi, je le crois. Voilà. Alors, une autre chose très importante. Il s'agit de la femme. Pourquoi la femme? Depuis 6 ans, quand le président El-Sisi a pris le pouvoir, il avait mis comme objectif, dans la ligne de mire pour lui,
de faire évoluer la femme. Parce que la femme est à la base de toute croissance. La femme est à la base de tout développement. Si on arrive à créer des femmes émancipées, si on arrive à cultiver une maman, cette maman transférera des messages sociaux, culturels, économiques, dans tous les domaines. Et c'est la maman, c'est la mère qui est à la base de tout ça. Alors si on veut vraiment faire évoluer et réhabiliter notre campagne, il faut s'occuper de la femme. Mais je pense qu'en Égypte, c'est vrai que le président, il accorde une importance particulière aux femmes. Et ça, c'est très clair dans la représentation des femmes dans le Parlement, par exemple, dans le gouvernement. Ça, c'est très, très clair. Mais quand même, la femme, et surtout dans la campagne égyptienne, elle a toujours occupé une place importante. C'est vrai, elle a occupé une place, mais elle n'a pas de bagage. Elle a occupé une place très importante, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'autorité dans sa famille. Vous parlez d'une indépendance financière? Financière, culturelle, elle ne sait pas lire et écrire. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle transmette comme message à ses enfants, à ses petits-enfants? Elle n'est pas cultivée. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle donne des informations? Elle n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai qu'on a un grand taux d'analphabétisme, mais aussi on a des coutumes et des traditions héritées, surtout en Haute-Égypte, qui sont d'une très grande valeur. Et que les femmes ont véhiculé un bon nombre de générations. Mais en même temps, je peux dire une chose, qu'il y a quand même des us et coutumes qui ne sont pas bien. Bien sûr, ça c'est sûr, mais de toutes les manières, pour chaque phénomène, vous avez le pour et le contre. Voilà, on interdit la femme, on interdit la fille à aller à l'école. Dès que la jeune... Mais ça, c'est très rare maintenant. Surtout avec les écoles communautaires et les écoles des filles et les écoles à une classe dans la campagne. Oui. Nous avons un grand nombre de ces écoles. Nous avons un nombre qui dépasse les 5000 écoles de cette manière. C'est vrai. Donc ça commence à vraiment à s'améliorer. Oui, c'est vrai. Bon, un autre domaine important pour le président, bien entendu, est le développement en général. D'où le service d'information du gouvernement a affirmé que le soutien au secteur de l'industrie nationale représentait une option stratégique pour l'État et une priorité pour les plans de développement durable. Selon un rapport du service d'information du gouvernement, l'État a dressé un plan intégral des initiatives pour moderniser ce secteur. Voyons ça. Le service d'information du gouvernement a affirmé que le soutien au secteur de l'industrie nationale représentait une option stratégique pour l'État, une priorité dans les plans de développement durable. Selon un rapport du service d'information du gouvernement, l'État a dressé un plan intégral et mis en œuvre des initiatives pour moderniser ce secteur et établir des complexes industriels en répondant aux exigences de la production et en accordant des facilités aux investisseurs, outre le renforcement de la compétitivité du produit égyptien, que ce soit sur les marchés nationaux ou mondiaux. Le rapport aborde les indicateurs de performance du secteur industriel, indiquant une augmentation de 163,8% de la valeur de la production industrielle. Celle-ci ayant enregistré 942,4 milliards de livres égyptiennes en 2019-2020 contre 847 milliards de livres égyptiennes en 2018-2019. Il a souligné que le taux de croissance du secteur industriel avait atteint 6,3% au cours de l'année 2019-2020, malgré la répercussion du coronavirus et la multiplication par 7 des investissements publics mis en œuvre dans le secteur des industries transformatrices, s'élevant à 49 milliards de livres égyptiennes, contre 6,1 milliards de livres égyptiennes en 2013-2014.
La contribution du secteur industriel au PIB a augmenté de 17,1% en 2019-2020 contre 16% en 2013-2014. Et l'indice général de la production industrielle a augmenté de 10,28 points après avoir atteint 111,43 points en 2019-2020 contre 101,15 points en 2013-2014. Le rapport passe en revue également les efforts de l'État pour soutenir le secteur industriel pendant la crise du coronavirus, notamment la décision de baisser les prix de l'électricité strielle pour une période de 5 ans qui a coûté 22 milliards de livres égyptiennes. L'imposition d'un prix unifié et réduit du gaz fourni à toutes les activités industrielles pour atteindre 4,5 $ millions unités thermiques, en plus du report de paiement de la taxe foncière due sur les usines pour une période de 3 ans. Donc, comme on vient de le voir dans le reportage, vraiment, ça bat dans tous les sens. C'est-à-dire que pour entamer cette modernisation de l'industrie, ça a été très clair dans l'indice général de la production industrielle qui a augmenté au cours de l'année précédente. Donc ce plan de moderniser cette industrie, il travaille sur quel domaine? Regardez, qui dit industrie, il dit énergie. Parce qu'on ne peut pas avoir une industrie avec un manque d'énergie. Et grâce à Dieu, l'Égypte maintenant possède du gaz, autosuffisance en gaz. On possède encore une énergie électrique énorme. On possède encore une énergie éolienne très grande, Zafaran et compagnie. Et solaire? Absolument. Et solaire à Bemben, à Assouan. Donc, ça, c'est un élément très important qui rentre dans le calcul du projet. Jadis, les investisseurs souffraient et disaient que le prix d'énergie était trop élevé. Donc, ils ne pouvaient pas produire et avoir une compétitivité avec les autres produits qui soient importés. Donc, ça, le gouvernement a très bien joué. Et comme on l'a entendu, ils ont réduit le prix du gaz, ils ont réduit le prix de l'électricité pour 5 ans à venir et ils se sont trouvés solidaires avec les investisseurs et les gens de l'industrie. Actuellement, l'Égypte produit du ciment et exporte du ciment. On est devenu un pays qui fabrique beaucoup, et le ciment est un produit qui utilise beaucoup d'énergie, beaucoup. Actuellement, le gouvernement est en train de replanifier et de voir tout ce qui est pour la filature et tissage. Tous ces usines qui se trouvent à Mahalla Kobra, et Kafr Dawar et autres, tout ça c'est sur papier en train de réexaminer tout ce travail. Je sais que les Chinois sont là pour donner un coup de main et d'autres pays. Tout ce qui est acier, fer et acier. On a des hauts fourneaux qui demandent beaucoup d'énergie. L'énergie est là. Et si on veut maintenant l'Égypte se lancer dans la fabrication de voitures, il faut de l'acier, il faut du fer. Quoi encore? Il y a le phosphate, le projet du phosphate. On possède le phosphate. Et le marbre? Le marbre à Galel, absolument, absolument, vous avez raison. Le marbre. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, mais ça demande surtout des instruments, des scies géantes. Donc le gouvernement, il n'a pas les oreilles sourdes. Le gouvernement a bien regardé, a bien entendu, et effectivement, à table avec les investisseurs, avec les hommes de l'industrie, ils se sont mis d'accord et ils ont mis un plan. Et le gouvernement, sous les directives du président Sisi, sont
ils ont une conviction et ils sont tout à fait prêts à donner un push et à aider pour que l'industrie soit de nouveau installée. Réanimée. Réanimée. Si on veut. Et même, comme il est dans le rapport, maintenant, le gouvernement, il fait des usines toutes faites. Donc les investisseurs, il vient, il a son usine. Et pour les usines qui étaient fermées, est-ce qu'elles ont été réouvertes? Absolument. Il y avait 1200 usines fermées. Je ne dis pas que les 1200 usines sont réouvertes, mais ça, c'est sur la table. C'est un problème à étudier et qui sont en train de résoudre et d'aider, de participer. Par exemple, il y a un exemple très concret et pas très loin. La ville Robeki. Nous sommes un pays qui sait faire du cuir. On sait le faire. On possède tout ça. Et ça se trouvait du côté de l'aqueduc, au Vieux-Caire. Maintenant, le gouvernement a créé une ville avec des usines déjà toutes prêtes. Il suffit de se déplacer et de laisser l'endroit pour avoir une autre usine à Robeki. Ça, c'est un exemple flagrant. C'est vraiment très, très intéressant et très intelligent. Là-bas, c'était malsain. Ça puait, ça sentait de mauvaises odeurs. Ça nuisait à l'aqueduc, qui est un monument quand même de valeur. C'était implanté au milieu de la population, dans un quartier où des gens vivent. Maintenant, c'est décent, c'est propre, c'est mieux, c'est plus intelligent. Ça, c'est un exemple qui montre comment que le gouvernement table sur l'industrie. Bon, le gouvernement, il donne également beaucoup d'importance aux produits égyptiens, surtout pour avoir plus d'exportation et une autosuffisante pour certains produits. Où en sommes-nous de cela? Le gouvernement a pris comme directive la valeur ajoutée. Un exemple, au lieu d'exporter le silica à l'étranger, on le garde et on en fabrique du verre, toute l'industrie. Et on a le silica dans le désert. C'est pas ce qui manque. Ça, c'est une chose. Le pétrole qu'on exportait, maintenant c'est fini. Il y a des raffinements, des raffineries qui se trouvent le long du canal de Suez, dans la zone économique, de telle façon que pour prendre ce pétrole et le raffiner, et en sortir les produits nécessaires, au lieu de le vendre, je vais dire n'importe quoi, à 3 $ le baril, on peut vendre à 10 fois plus avec les produits, et ainsi de suite. Donc, le gouvernement ne veut plus exporter le marbre. On l'exportait en grand bloc, c'est fini. Le marbre, il est retiré, il est taillé, il est poli et il est exposé. Maintenant, si on veut l'exporter, c'est tout à fait à notre prix. Et je crois que le gouvernement table sur cette façon de valeur ajoutée pour tout produit. Sur le plan agroalimentaire, on commence à remarquer beaucoup de produits égyptiens dans les supermarchés européens. Ça fait plaisir. Comme les fraises, les oranges, les jus, même certains jus de fruits. Comment est-ce qu'on a pu conquérir quand même ce marché? L'Égypte a conquis le marché des oranges. C'est un marché qui était réservé à Israël, qui était réservé à Chypre. Et les Égyptiens, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et heureusement, chapeau, ils ont réussi à produire des belles oranges et l'exporter partout en Europe maintenant. On trouve encore sur le marché européen et américain, moi j'ai vu les produits de Montana.
Mais on ne va pas citer de nom, parce que ça, c'est quand même... Ah oui, excusez-moi. Sans publicité, hein. Les produits de certaines industries égyptiennes. Voilà. Moi, je n'ai pas des actions là-dedans. Alors, effectivement, l'industrie de... Comment on dit en français? De faire geler les produits et de les revendre dans un état gelé, c'est très réussi maintenant. Tous les molokhia, le bamia, tout ce que vous voulez les légumes comme produit se trouve maintenant à l'extérieur, aux États-Unis, aussi bien qu'en Europe, fait en Égypte. En Chine, ils mangent beaucoup de molokhia, en fait. Ou au Japon, je ne sais pas, c'est l'un des deux pays. Oui, peut-être. Oui. Ils trouvent que c'est énormément bénéfique et que ça contient énormément de vitamines. Tant mieux pour eux et pour nous. Bien sûr. Bon, on va passer à notre dernier reportage pour ce soir, qui concerne quand même une manifestation importante. Et c'est la 2e édition du Forum d'Assouan sur la paix et le développement durable en Afrique qui a eu lieu ultérieurement par vidéoconférence, confirme l'importance de l'accélération des mesures de transformation radicale de la gestion des crises à leur prévention. Étalé sur 5 jours sous le thème « Cristalliser le nouveau statu quo en Afrique », se rétablir plus fort et mieux encore reconstruire, la 2e édition du forum sera une occasion pour que les chefs d'État africains, les responsables régionaux et internationaux, les experts et autres échangent les vues sur les visions perspicaces des menaces et des nouveaux défis et sur les visions futuristes liées à cet égard. Un commentaire. Les participants à la 2e édition du Forum d'Assouan, 2 sur la paix et le développement durable en Afrique, proposent un agenda positif et ambitieux pour l'Afrique post-Covid-19 via la gestion et la réponse aux crises d'une façon décisive, tout en se référant à la 1re édition du Forum. L'agenda repose sur le développement d'un modèle de prévention qui servira de base pour un rétablissement plus fort, assurant une meilleure construction via le règlement des raisons des conflits, le renforcement de la gouvernance globale et des systèmes de soins de santé, la récristallisation des contrats sociaux, l'accélération du rythme du développement durable et l'adaptation au changement climatique dans les divers politiques et programmes. La vision se rétablir plus fort et mieux reconstruire peut profiter des capacités du continent africain et exploiter ses potentialités considérables via le renforcement des échanges commerciaux et l'accès à la technologie numérique, l'amélioration de l'infrastructure, l'élargissement de l'étendue des solutions axées sur l'énergie renouvelable, l'adoption des mécanismes de financement créatif et la consolidation des partenariats d'une manière efficace. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé lundi un discours au Forum d'Assouan dans lequel il a mis en garde contre le terrorisme qui menace la sécurité de peuples. Le chef de l'État a souligné l'importance de choisir les arts, la culture et le patrimoine comme thème de l'Union africaine pour l'année 2021. Le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte tient à organiser la 2e édition du Forum virtuellement pour s'appuyer sur l'élan généré par la 1re édition et les succès qu'elle a obtenus, tout en se basant sur la conviction que le moment actuel est le moment propice pour examiner ensemble les énormes défis auxquels notre continent est confronté afin de discuter des meilleurs mécanismes et soutenir les efforts conjoints pour le rétablissement du coronavirus et pour la reconstruction. Et nous revoilà de retour pour discuter de notre dernier volet pour ce soir qui concerne la jeunesse et bien entendu la femme. Nous avons remarqué, bien sûr, lors de ce premier forum d'Assouan, une grande participation de la part de la jeunesse, bien entendu, qui est essentiellement le public visé par ces manifestations, mais aussi de la part des jeunes filles et des femmes également.
Ce forum de la jeunesse, il a rassemblé les jeunes de partout dans le monde. Et il a pu enrichir l'expérience féminine, je vous dirais, surtout connaissant les défis auxquels font face les femmes d'un continent à l'autre. Oui, eh bien, ce forum était très important et très intéressant pour l'Égypte. Quand je dis pour l'Égypte, pour les jeunes Égyptiens, parce qu'on a beau à vivre dans notre pays, dans notre quartier, dans notre maison, on ne voyage pas assez, on ne sort pas assez. Mais là, c'était l'occasion vraiment d'échanger les cultures entre jeunes venant d'Europe, jeunes venant d'Afrique, jeunes égyptiens. Et c'est très important parce que il ne faut pas croire que nous sommes les meilleurs. C'est pas vrai. On a des très bonnes choses, on a des choses très importantes, heureusement d'ailleurs, mais il faudrait quand même savoir puiser chez les valeurs des autres ce qui nous convient, des choses qui nous conviennent. Donc c'était très important et il est connu quand même que l'Égypte, avec le président El-Sisi, apporte une attention spéciale pour l'Afrique. Nous faisons partie de ce continent. Et malheureusement, ce continent a toujours été un endroit de pillage par les forces internationales. C'était toujours un endroit où les riches venaient pour puiser, pour piller et partir. Et personne n'aidait les pays africains à se régénérer, à se construire, à fonder des bases d'industrie, ou des écoles, ou des universités, et ainsi de suite. En plus, les Africains eux-mêmes se bagarraient entre eux. Chaque pays trouvait une raison pour taper sur le pays à côté, ou derrière. Et le président El-Sisi, très lucide du problème, il a apporté beaucoup d'efforts. Et je vous dirais même que, par exemple, sur le plan de l'hépatite de viral C, qu'est-ce que l'Égypte n'a pas fait? L'Égypte a mis 1 milliard de livres pour lutter contre l'hépatite en Afrique. Ils nous ont envoyé des équipes de médecins qui ont été traînées en Égypte, à qui on a appris. On a donné notre expérience. D'ailleurs, notre expérience qui fait le tour du monde maintenant. Comment un pays a réussi à éradiquer absolument cette maladie. Et puis ces jeunes-là sont partis dans leur pays, ces jeunes médecins, pour faire le même travail qu'on a fait chez nous. Donc, l'Égypte apporte une grande importance. Quant à la femme, je répète ce que j'ai dit depuis 6 ans, depuis que le président est venu, qu'il est arrivé au pouvoir, il a vu les défis que les femmes affrontaient. Donc il y a eu toute une liste de lois qui ont été modifiées. Des lois régissant les fonds d'assurance afin d'augmenter les ressources de la femme. Par exemple, il a modifié la loi relative à l'excision. Et cet acte est passé d'un délit à un crime. Et ça fait partie des coutumes dont vous parliez tout à l'heure, mais qui ne sont pas de bonnes coutumes. Les nouvelles lois d'investissement garantissent l'égalité des chances d'investissement entre l'homme et la femme. Bien sûr. Les lois d'héritage, si jamais la femme n'a pas sa quote-part dans l'héritage, au tribunal. Les travaux de Conseil national de la femme, la loi fiscale, la loi sur le service, et ainsi de suite. Et il y a toute une liste. Donc, les jeunes d'un côté, qui sont l'avenir de ce pays, et la femme, très important. Et c'est la femme qui va éduquer ces jeunes. C'est la femme qui va transmettre des valeurs. C'est la femme qui va leur expliquer et les inciter à travailler, à étudier, à faire des œuvres de charité, à participer pour faire du sport ou
ou n'importe quel travail. Pour revenir à ce que vous venez de dire concernant la stratégie du président El-Sisi en Afrique, cela a été très clair pendant l'année de la présidence tournante de l'Égypte pour l'Union africaine. Le président a mis des bases et ceux qui l'ont suivi, nous voyons qu'il y a un grand progrès au niveau de l'Union africaine. Oui, ça c'est vrai. Et il n'est pas caché que toutes les semaines ou tous les mois, on reçoit un président africain qui vient prendre conseil, qui vient consolider les relations, qui vient fortifier les relations entre l'Égypte et ce pays, qui soit le Ghana ou le Congo ou le Nigeria, ou le Soudan. Combien que l'Égypte met de l'importance aux relations avec nos copains, nos amis, nos frères soudanais. Donc c'est tout à fait vrai ce que vous dites. L'Égypte, représentée par notre président, collabore de très près, malgré tous les problèmes qu'on a localement, malgré les problèmes du Covid, malgré les problèmes de croissance que nous affrontons. Ceci n'empêche le président d'avoir un domaine avec les Africains. Et je pense que c'est une grande chance pour l'Afrique d'avoir le président El-Sisi. Parce que lui, il est convaincu. Il fait ça par conviction. Il ne fait pas ça par devoir ou par... Non. C'est une personne qui est convaincue de ce qu'elle fait. De ce qu'elle fait. Et c'est une personne, franchement, qui recherche toujours la perfection, qui voudrait la perfection. Oui, on ne peut pas bâcler un travail, on le voit dans ses visites pour les routes, et il fait des remarques bien mises, et il cherche la perfection, vous avez raison. Voilà. Monsieur Nagui Victor, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.